Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la désobéissance civile à partir de deux références. Une référence vraiment très classique, Antigone de Sophocle, et une deuxième référence, en fait, notre philosophe. Aujourd'hui, ça va être Henry David Thoreau, donc un philosophe américain, qui va nous permettre d'analyser en fait les actions d'Antigone de façon un petit peu philosophique. Donc, comme d'habitude, le cours il se déroule en deux parties. Une première partie réflexion, dans laquelle, comme son nom l'indique, on se pose des questions, et puis une deuxième partie un petit peu plus rigoureuse qui concerne vraiment le cours à proprement parler. Donc si c'est cette partie qui vous intéresse, vous pouvez passer directement dans la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser précisément à Henry David Thoreau. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le cours d'aujourd'hui. Alors, pour s'intéresser tout de suite, justement, à cette pièce de Sophocle, Antigone, il faut expliquer un petit peu ce qu'il se passe avant. Puisque, pour bien comprendre Antigone, il faut comprendre un tout petit peu l'arbre généalogique d'Œdipe. Puisque Antigone, c'est une pièce qui prend place en fait dans la trilogie qui concerne Œdipe, de Sophocle. Et l'arbre généalogique d'Œdipe, il est un petit peu compliqué, puisque vous savez, Œdipe, il a couché avec sa mère, et il a eu des enfants, donc, avec sa femme, qui est sa mère, 2 fils, 2 filles. L'une de ses filles, c'est Antigone, et ces 2 fils, le principe, c'est qu'à la mort d'Œdipe, il s'était dit qu'ils allaient prendre le pouvoir à Thèbes et alterner, en fait, la gouvernance. Donc, une année, c'est l'un, une année, c'est l'autre. Donc, première année, pas de problème, mais par contre, deuxième année, ça commence à poser un petit peu de problème, il y a un souci, c'est que le frère d'Antigone et de Polynice ne souhaite pas léguer le pouvoir à Polynice. Et donc, Polynice décide de rentrer en guerre contre son frère pour essayer de reprendre le pouvoir en fait, qui lui était promis. Pas mal de problèmes, les deux meurent, et au final, c'est Créon, l'oncle d'Antigone, qui prend le pouvoir à Thèbes. D'accord ? Et Créon décide que Polynice n'a pas le droit à un enterrement, parce que Polynice, il considère que c'est un traître, et qu'il est allé à l'encontre de Thèbes, à l'encontre des intérêts de la cité de Thèbes. Donc, Créon, l'oncle d'Antigone et de Polynice, qui est mort, décide de refuser l'enterrement à Polynice. Et c'est là que ça va poser beaucoup de problèmes, parce que Antigone, elle s'oppose en fait à ça. Elle considère que tout homme a droit à un enterrement, que ça fait partie de la tradition même, en fait, des Grecs, et que refuser l'enterrement à son frère Polynice, ça va à l'encontre de la justice divine, de la loi des dieux. Et même si Créon, effectivement, ça fait partie de ces lois, c'est lui le dirigeant, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait la loi, même si Créon a décidé, par le biais de la loi, de refuser l'enterrement à Polynice, le frère d'Antigone, eh bien elle va malgré tout choisir de l'enterrer, parce qu'elle considère encore une fois que c'est un principe moral supérieur, que tout homme a droit à être enterré, et que Créon ne peut pas lui refuser ça. D'accord ? Et juste pour préciser vraiment, Antigone sait bien que c'est contre la loi, elle sait bien qu'elle va à l'encontre de son oncle, et malgré tout, elle décide d'enterrer son frère. Ok ? Et c'est vraiment là que il va y avoir toute la tension entre d'un côté Créon qui a un petit peu la grosse tête, soit dit en passant, mais qui considère que vraiment, voilà, la loi, c'est la loi, et si chacun se met à déroger à la loi quand bon lui semble, tout va s'écrouler, la cité va s'écrouler, puisque chacun va décider de faire comme bon lui semble, et ça va être le chaos. Dans la dernière vidéo, on m'a reproché justement un petit peu de confondre anarchie et anomie. Là, on pourrait considérer justement que ce serait plus l'anomie, puisque personne ne respecterait la loi. Donc voilà, et Antigone, elle, qui ne démord pas, qui dit que la justice est un principe supérieur, que les lois des dieux sont des lois supérieures simplement à la loi des hommes, et donc à la loi de Créon. Donc, la question qu'on pourrait se poser après tout ça, c'est est-ce que vous pensez que Antigone, elle a agi justement ? D'un côté, et je vais me faire l'avocat justement des deux parties, on a Antigone, encore une fois, qui dit que la loi des dieux, la justice, on pourrait considérer, est supérieure à la loi des hommes, à la loi de Créon, là en l'occurrence. Et de l'autre côté, on a Créon qui a donné une loi, et lui, il considère que la loi, c'est la loi, il faut la respecter, parce que
si, encore une fois, tout le monde fait comme il le souhaite et tout le monde agit comme bon lui semble, la société finit par s'écrouler. Donc, même si la loi peut paraître injuste, et à la limite, on va continuer on va discuter de ça, mais même si la loi est injuste, on doit la respecter sous principe que c'est la loi. Vous voyez, la loi, c'est la loi est dure, mais c'est la loi, et donc on doit respecter la loi. Est-ce que vous êtes plutôt du côté d'Antigone, qui défend la loi des dieux, ou est-ce que vous êtes plutôt du côté de Créon, qui défend sa propre loi, la loi des hommes, et qui dit qu'il faut respecter la loi parce que c'est la loi? Simplement pour avoir un petit panel, pour faire un petit aperçu des éléments et des réponses, des arguments pour et contre, on pourrait dire que d'un côté, parmi les arguments pour, donc c'est-à-dire les arguments qui défendent Antigone, on pourrait dire que Antigone, elle respecte les traditions, elle respecte la culture, elle respecte ses croyances religieuses, en fait, tout simplement. Et donc, ces principes religieux, ils sont supérieurs à la loi des hommes, parce que c'est quelque chose qui est bien antérieur, c'est quelque chose qui est bien plus ancré dans la société, et c'est pas simplement l'édit de Créon qui date de quelques années, qui a été décidé par un seul homme, et finalement qui a assez peu de poids par rapport à tout ce qui est avant lui, et la culture des Grecs, vous voyez vraiment quelque chose en fait qui est là depuis des siècles. Donc ça, Antigone, elle défend ça, elle défend cette idée de tradition, elle défend cette idée effectivement qu'il faut défendre l'âme de son frère, plutôt que simplement en fait respecter la loi de son oncle, qui encore une fois a assez peu de poids, ça peut se défendre. Un autre argument, ça pourrait consister à dire que Antigone, elle agit aussi par loyauté familiale, c'est pas rien. Polynice, c'est son frère. Donc, avant tout, elle cherche à protéger l'âme, là en l'occurrence de son frère, et c'est pas l'âme de n'importe quel citoyen athénien, c'est vraiment l'âme de quelqu'un qui lui est proche, et on pourrait dire qu'elle a un affect particulier, vraiment ça la touche particulièrement parce que c'est quelqu'un de sa propre famille. Bon, soit dit en passant, dans les tragédies grecques, et en particulier justement dans celle de Sophocle, avec Oedipe, tout le monde est un petit peu de la même famille, donc c'est un argument qui se tient, mais là, soit dit en passant, tout le monde est de la même famille dans les tragédies de Sophocle. Petit détail. Et puis, dernier argument, justement, qui va nous permettre de rebondir ensuite sur Soro, on pourrait dire que Antigone, elle agit noblement parce qu'elle agit par désobéissance civile, et que c'est au nom d'un principe supérieur qu'elle choisit de désobéir à la loi. Vous voyez, c'est pas simplement que ça l'arrange personnellement, c'est pas parce que elle choisit en fait elle-même pour profiter, pour avoir, par aspect égoïste en fait. C'est pas parce que déroger à la loi, ça va l'arranger. Au contraire, justement, ça va lui apporter que des malheurs, et d'ailleurs, ça va apporter des malheurs à tout le monde. Bon, c'est une tragédie grecque en même temps, ça se finit jamais bien. Mais voilà, là, elle agit pas du tout par égoïsme, elle agit par désobéissance civile, dans le sens où ça va permettre de mettre en avant ce qu'elle considère comme juste, plutôt que de se mettre en avant soi-même. Donc c'est assez noble, a priori, comme action. C'est pas, voilà, encore une fois, elle choisit la tradition, la croyance religieuse, elle choisit le respect pour l'âme de son frère, elle choisit la désobéissance civile, ce qui va lui apporter plein de malheurs, mais néanmoins, elle considère que tous ces malheurs, ça en vaut la peine, parce que la loi des dieux est supérieure à la loi des hommes, et en l'occurrence, à la loi de Créon. Donc ça, c'est tous les arguments qui pourraient consister à défendre Antigone contre Créon. Donc voilà, ça c'était pour les arguments pour. Ensuite, pour les arguments contre, c'est-à-dire les arguments qui défendent Créon. On pourrait dire que la loi, comme on l'a un tout petit peu dit au début, la loi, elle est respectable simplement parce que précisément c'est la loi, et qu'elle a la vertu d'ordonner la société, de faire en sorte que ça ne soit pas le chaos, que les choses soient ordonnées, et que les citoyens athéniens respectent la loi. Donc on pourrait dire voilà, que la loi, même injuste, vu qu'elle ordonne les choses et qu'elle ordonne la société, eh bien il faut la respecter. Il faut respecter la loi simplement parce que c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc ça pourrait être un argument. Soit dit en passant d'ailleurs, c'est un petit peu l'argument qui est développé, c'est même pratiquement l'argument qui est développé par Socrate dans le Criton. Le Criton, c'est le dialogue qui suit l'apologie de Socrate. Donc juste pour rappeler un petit peu l'histoire, Socrate a été condamné à mort par les citoyens athéniens, enfin par Athènes du moins, et il est condamné à mort à boire la ciguë parce que, soi-disant, en quelque sorte, il aurait corrompu la jeunesse. Socrate, lui, même lorsque ses amis viennent le voir,
et lui disent « Socrate, tu sais, bon, on connaît des gens, puis on pourrait faire d'autres choses, on pourrait, faire des pots de vin, on pourrait te faire sortir de prison, en gros, tu peux t'échapper. Si vraiment tu veux t'échapper, on peut faire en sorte que tu t'échappes. » Et Socrate, lui, il reste vraiment fidèle à sa philosophie et à ses principes. Il considère, comme on l'a vu la semaine dernière, par la parole de Platon, mais à chaque fois c'est par la parole de Platon, il considère qu'il vaut mieux subir l'injustice plutôt que de la commettre. Et donc, même lorsqu'il est condamné à mort, et qu'il sait qu'il va mourir, Socrate préfère subir l'injustice et mourir, même si c'est d'une certaine façon assez injuste, du moins aux yeux de Platon, plutôt que de s'échapper et de commettre une injustice. Et l'un des raisonnements justement qui est développé par Socrate, l'un des arguments qui est développé par Socrate, ça consiste à dire que, en gros, je me mets dans la peau de Socrate, d'accord ? Je suis Socrate, j'ai été un citoyen athénien, toutes les lois d'Athènes, je n'ai pas vu d'objection pendant toute ma vie. J'ai vécu à Athènes, j'ai pas beaucoup bougé même, Socrate il dit. Donc finalement, c'est que toutes ces lois, j'étais d'accord avec elles. Et quand à un certain moment donné, ces lois, elles iraient à l'encontre de ce que je veux personnellement, eh bien là, à ce moment-là, je m'y opposerai. Et Socrate, il dit, bah non, ça marche pas comme ça. Les lois, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, et si on n'est pas d'accord, on s'y oppose par des moyens, là en l'occurrence démocratiques, justement, dans l'Athènes de l'époque. Mais si on n'est pas d'accord, en fait, même si on n'est pas d'accord, on doit les suivre, parce que la loi, c'est la loi, même si elle est injuste, la loi a la vertu d'organiser la société, de faire en sorte que ce ne soit pas le chaos, que la société ne retombe pas dans un état violent, d'anomie. Et donc, voilà, encore une fois, l'argument de Socrate consiste à dire, la loi, on doit la suivre, même si on considère qu'elle est injuste, parce que on ne peut pas simplement aller à l'encontre de la loi quand ça nous arrange, d'accord ? Simplement, on pourrait un tout petit peu objecter, même dans le cas de Socrate, on pourrait presque y voir la possibilité d'une désobéissance civile, parce que Socrate, véritablement, ce qu'il craint, c'est l'injustice, c'est de commettre l'injustice. Et là, en l'occurrence, lorsqu'il refuse de s'enfuir, c'est précisément parce que commettre l'injustice, ça consisterait à l'avantager lui. Mais là, en l'occurrence, dans le cas d'Antigone, à mon sens en tout cas, c'est un petit peu plus complexe parce que ça ne consiste pas à avantager Antigone. C'est justement au nom de la justice qu'Antigone choisit de déroger aux lois. Donc c'est un petit peu plus complexe à mon sens. Je ne suis pas certain non plus que Socrate soit complètement, et même je pense que Socrate serait malgré tout contre Antigone, parce que la loi est respectable, parce que c'est la loi, encore une fois. Mais néanmoins, le cas est un petit peu plus difficile, puisque Antigone, ce n'est pas pour l'arranger directement qu'elle choisit de déroger à la loi. Donc, petit détail. Deuxièmement, on pourrait dire que Antigone, c'est assez discutable ce qu'elle a fait, puisque ça ne concerne pas qu'elle-même. Alors effectivement, c'est louable de vouloir sauver l'âme de son frère, de considérer que tout homme a le droit à être enterré, mais néanmoins, ces actions ont vraiment des conséquences qui sont dévastatrices, puisque ces actions vont conduire à la fin de sa famille. Quasiment tout le monde va mourir. C'est vraiment... Bon, c'est une tragédie en même temps, donc c'est un peu le principe. Mais les actions d'Antigone ont des conséquences qui sont très très lourdes, et ça ne concerne pas seulement elle-même. Donc ça, c'est un petit peu problématique aussi. Et puis, dernièrement, on pourrait avoir un argument un petit peu plus pragmatique, qui consisterait à dire que, effectivement, vraiment... C'est louable ce qu'elle fait, de choisir la justice des dieux plutôt que la loi des hommes. Mais néanmoins, est-ce que parfois il ne faut pas être pragmatique et considérer que, allez, il faut faire des concessions, même si la loi peut paraître injuste, même si elle est injuste, eh bien, pour ne pas rentrer en opposition avec la loi et ne pas engendrer le chaos dans la société, il faut parfois l'accepter. C'est pas toujours drôle, c'est pas toujours évident. Parfois, on sait effectivement que qu'on subit ou même que l'on commet par complicité en quelque sorte des injustices parce que la loi est injuste, mais néanmoins on ne peut pas toujours s'opposer et on ne peut pas toujours considérer que les principes de justice sont supérieurs et donc aller à l'encontre de la loi, et donc par pragmatisme en fait, effectivement on pourrait considérer que parfois il faut s'abstenir de désobéir civilement, comme on pourrait le voir comme on va le voir justement
avec Soro. Donc voilà, tout ça, ça pourrait être des arguments pour et contre, pour défendre Antigone et considérer que la justice est supérieure à la loi, et donc parfois il faut s'opposer à la loi, et puis des arguments qui consisteraient à défendre Créon, et qui consisteraient à dire que la loi est bonne, simplement parce que c'est la loi, et même lorsqu'elle est injuste, il faut la suivre, pour ne pas que ça engendre le chaos dans la société. Donc voilà, on en a terminé avec ce petit exemple à partir d'Antigone. Je l'aime beaucoup parce que vraiment, je trouve que les deux points de vue peuvent vraiment être justifiés, aussi bien celui d'Antigone que celui de Créon, parce que d'un côté, c'est vrai qu'on a tous envie justement d'aller à l'encontre de l'injustice et de se dire « c'est moi qui ai refusé d'accepter la loi parce que j'ai considéré que la loi était injuste et finalement j'ai été du bon côté de l'histoire ». Vous voyez, parfois ça arrive, effectivement, il y a des lois qui sont injustes et on aimerait tous pouvoir se dire que eh bien, on est assez fort pour aller à l'encontre de la loi lorsque la loi est injuste. Mais néanmoins, le point de vue de Créon peut être aussi justifié, parce que si tout le monde s'oppose en permanence à la loi, parce qu'on peut considérer que il y a souvent des lois qui vont à l'encontre de nos principes de justice, la société est vite invivable. Parce que, justement, la loi, l'avantage qu'elle a, c'est que généralement, il y a un texte, pas toujours, mais en tout cas, lorsqu'il y a un texte, le texte est le même pour tout le monde, et tout le monde peut comprendre précisément ce qu'il faut suivre. Alors que la justice, la morale, ce sont des principes supérieurs, effectivement, mais par contre, c'est beaucoup plus flou. Et savoir exactement ce qui est juste et ce qui est injuste, c'est beaucoup plus délicat. Donc là où certaines lois peuvent être injustes pour les uns, eh bien, elles ne peuvent pas nécessairement être injustes pour les autres. Et comment discerner précisément les lois injustes des lois qui sont justes ? Eh bien, ça dépend de la culture, de la religion, de plein de principes en fait autres que purement le domaine légal, et ça introduit aussi pas mal de problèmes. Donc, on peut se dire aussi, effectivement, je me fais un peu l'avocat du diable, ici l'avocat de Créon, mais on pourrait se dire que la loi, simplement parce que c'est la loi, doit être suivie, même dans les cas où elle est injuste. Ok ? Donc ça, voilà, c'était vraiment pour Antigone. Là, maintenant, on va essayer de s'intéresser de façon un petit peu plus rigoureuse un philosophe qui a également beaucoup disserté sur ce sujet, enfin en tout cas, qui a écrit un essai sur ce sujet, qui est Henry David Thoreau, pour le prononcer à l'anglaise, en tout cas je sais pas exactement, mon accent anglais est pas terrible, vous m'excuserez, mais c'est pour éviter de le prononcer purement à la française comme Thoreau. Donc, Henry David Thoreau, c'est un philosophe américain, il est principalement connu pour deux choses en général. Il y a toute une partie de sa philosophie qui concerne une sorte de retour à la vie simple, qui est vraiment développé dans son livre, sa plus grosse œuvre, c'est Walden. Et donc, c'est un livre dans lequel il décrit justement ce retour à la vie simple, qui est assez intéressant et original. Mais là, c'est pas du tout ce qui va nous intéresser. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il développe dans un essai qui s'appelle La désobéissance civile. C'est un tout petit essai, d'ailleurs, si vous souhaitez le lire, c'est vraiment pas long. Et dans cet essai, il explique pourquoi il a refusé de payer ses impôts. On pourrait se dire, payer ses impôts, refuser de payer ses impôts, ça paraît un peu suspect, parce qu'effectivement, il y en a plein qui le font, mais c'est pas toujours par principe de justice. Bref. Thoreau, a priori, lui, il a un principe un peu supérieur, puisqu'il a refusé de payer ses impôts, mais c'est pas par égoïsme, c'est parce que c'était pour en fait s'opposer à la politique américaine qui consistait, là, en l'occurrence, à faire la guerre au Mexique pour essayer de conquérir le Mexique. Donc, le principe est plus louable que simplement un principe égoïste qui consiste à accumuler de l'argent. Là, c'était pas le but, d'accord ? Mais voilà, c'est vraiment les deux aspects de la pensée de Thoreau. D'un côté, le retour à la vie simple, et de l'autre, la désobéissance civile. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la désobéissance civile. Et donc, pourquoi est-ce que Thoreau, il a refusé de payer ses impôts ? Parce qu'on pourrait se dire, encore une fois, voilà, c'est par égoïsme, pas du tout. Le principe, c'est que, vous voyez, c'est un acte de désobéissance civile, mais non violente. Pour lui, ça c'est vraiment essentiel, on y reviendra par la suite, mais la désobéissance civile, le fait de s'opposer aux lois d'un État, il doit être non violent. Et effectivement, vous allez voir la logique. Lorsque vous payez vos impôts, vous servez finalement, par votre contribution monétaire, les intérêts du gouvernement. Et en l'occurrence, là, dans la guerre américo-mexicaine, lorsque vous envoyez votre argent au gouvernement, il va pouvoir s'en servir pour acheter des armes, acheter des canons, former des soldats, bref,
tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut acheter pour faire la guerre. Et donc, en fait, lorsque vous payez vos impôts en honnête citoyen, eh bien, vous faites aussi la guerre. Donc si vous considérez que la guerre c'est injuste, là en l'occurrence que cette guerre, elle est injuste, eh bien, en payant vos impôts, vous êtes complice d'une injustice. Donc ça va pas. Et c'est précisément pour ça que, pour Soro, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour à la fois exprimer son désaccord avec la politique du gouvernement, tout en n'étant pas violent. Parce qu'effectivement, on pourrait considérer qu'il y a des actions plus violentes, il y a des rébellions, il y a des insurrections même, qui se font à l'égard d'un gouvernement, lorsqu'on n'est pas d'accord avec la politique d'un gouvernement. Mais là, Soro, c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas qu'il faut concrètement prendre les armes, vous voyez, prendre une fourche et faire la révolution. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, la révolution peut se faire de manière pacifique, simplement en refusant en fait de collaborer, pour ainsi dire, avec le gouvernement lorsque le gouvernement va à l'encontre de ce que vous considérez être comme juste. Donc la logique est assez simple. Lorsque vous payez vos impôts servent à faire les actions du gouvernement. Là, en l'occurrence, les actions du gouvernement sont injustes, donc vous refusez de payer vos impôts et vous refusez de participer à ces injustices. Ok ? C'est vraiment, voilà, c'est simple, mais c'est exprimé dans un petit livre. Hein. Soro, il ne développe pas non plus sur 1500 pages sur ça, parce que la logique est très simple. La désobéissance civile, ça consiste simplement à ne pas être complice des actions d'un gouvernement que l'on considère injuste. Et pour rebondir sur ce que l'on a vu, avec Antigone, parce que c'est vrai que c'est assez délicat. D'un côté, on a la loi, elle est la même pour tout le monde. La loi, pas partout, hein, ça dépend d'ailleurs des États, mais généralement, la loi, il y a véritablement un texte qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc la loi, c'est très simple, on n'a pas besoin de réflexion, il faut la suivre. Néanmoins, discerner le juste de l'injuste, ça demande une réflexion qui est un petit peu plus difficile, qui demande une introspection peut-être, enfin en tout cas un examen de conscience, qui est plus délicat que de simplement suivre la loi de manière aveugle. Et c'est ça que dit Soro, c'est pour discerner le juste de l'injuste, il faut faire appel à ce que l'on appelle la conscience. Vous voyez, la conscience individuelle, c'est un principe supérieur qui nous permet de discerner le bien du mal. Et ça, chacun en dispose, mais il faut en faire bon usage. Encore une fois, voilà, il ne suffit pas de suivre simplement, bêtement, les principes qui nous sont donnés. Il faut essayer de réfléchir, est-ce que ce que je fais, est-ce que mon action est injuste ou injuste, et plus encore même, puisque lui, c'est par ricochet, c'est pas une action directe qui est injuste. Simplement, il considère que payer ses impôts, ça va aller indirectement, ça va permettre justement de financer la guerre des États-Unis contre le Mexique, et donc indirectement, son argent va permettre de faire des actions injustes. Et donc il dit, en examinant justement cette situation, j'en conclus, après vraiment réfléchi, en ayant fait un examen de conscience, j'en conclus que c'est une chose injuste, et donc je choisis de ne pas participer à cette injustice. D'accord ? Et c'est, encore une fois, voilà, tout le raisonnement de Soro. Il faut agir selon ses propres convictions, et pas simplement agir bêtement, enfin en tout cas aveuglément, d'après ce que la loi nous dit. Ok ? C'est vraiment tout le principe. Il faut réfléchir, il faut avoir une conscience personnelle, une conscience individuelle, et faire bon usage de cette conscience, plutôt que de simplement suivre le texte de la loi à la lettre, et de faire tout ce que la loi, tout ce que le gouvernement nous dit. On en revient encore une fois au débat entre Antigone et Créon, parce que c'est louable effectivement de se dire « je choisis la justice plutôt que l'obéissance aveugle ». Mais c'est beaucoup plus délicat parce que peut-être que quelqu'un d'autre va considérer qu'une action est juste, alors que moi je la considère injuste. Et inversement. Donc comment discerner précisément, à coup sûr en fait, une action injuste d'une action injuste ? Et bon, sans trop spoiler, il n'y a pas véritablement, ça dépend justement des systèmes philosophiques dans lesquels on se place, ça dépend de la morale, ça dépend de la religion, ça dépend de plein de principes autres que la loi, supra-légaux on pourrait dire, et c'est beaucoup plus difficile que de simplement suivre un texte de manière aveugle. Donc, en soi, on pourrait dire que, vous savez comme cette phrase de l'oncle Ben,
dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, bah, c'est un peu l'idée. Là, effectivement, on a une grande responsabilité, c'est que, en étant un être humain, on dispose d'une conscience individuelle, on dispose de convictions personnelles et d'une certaine idée de la justice, et on doit faire bon usage, justement, de cette conscience individuelle pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice qui soit commise en notre nom, ou alors qu'on soit complice d'injustice. Mais c'est quelque chose, encore une fois, de difficile, parce que ça demande un examen qui est assez complexe. Par contre, vraiment, voilà, l'un des points sur lesquels il insiste, c'est que la résistance à l'oppression, la résistance, le droit de, comment dire, cette désobéissance civile, tout simplement, elle doit être non violente. Le principe, c'est pas de rajouter du malheur au monde, c'est pas de rajouter de la violence à l'injustice, c'est pas de redoubler l'injustice, c'est de ne pas être complice d'actes injustes. Et pour Soro, justement, ce moyen, vraiment l'un des moyens les plus efficaces, c'est de refuser de payer ses impôts. Refuser de payer ses impôts, c'est tout simple. Encore une fois, il y en a plein qui le font, mais pour des raisons pas nécessairement très très justes. Lui, la raison, en tout cas, est plutôt louable a priori. Après, voilà, on pourra toujours discuter du respect des lois, par pur respect des lois, comme le fait Socrate dans le Criton, ou, comme Soro et comme Antigone, de décider de déroger aux lois et de décider de choisir la justice plutôt que la loi des hommes, et de considérer qu'il y a des principes supérieurs qui sont préférables plutôt qu'une obéissance un peu, pas nécessairement bête, mais en tout cas aveugle aux lois. Et vraiment, bon, je sais pas si, en tout cas, j'aurais pu vous convaincre. Pas mon objectif de vous convaincre d'un point de vue ou d'un autre, hein, mais j'espère que voilà, vous choisirez pas simplement, en tout cas, trop facilement le côté d'Antigone ou le côté de Soro, parce que, encore une fois, à mon sens, les deux points de vue sont vraiment défendables, et c'est pas aussi simple, je pense, que de choisir l'injustice contre... que de choisir la justice contre la justice, et donc de refuser les lois lorsqu'elles sont injustes, parce que, encore une fois, c'est assez difficile de discerner précisément lorsque le droit de résistance, lorsque la désobéissance civile est louable et lorsqu'elle ne l'est pas. Parce que si tout le monde se met à désobéir tout le temps aux lois, on se rend assez vite compte, assez simplement compte que la société serait invivable et que finalement on n'a pas envie de retomber dans cet état. Ok ? Donc voilà, c'est simplement un petit détail, mais j'espère que vous tomberez pas trop facilement ni d'un côté ni de l'autre. Donc, dernier petit détail par rapport à Soro. Soro, Soro, c'est un auteur, encore une fois, du 19e siècle, et il a eu des échos au 20e siècle, puisque la résistance non violente, c'est un principe qui a été pas mal utilisé par des personnes justement comme Martin Luther King Jr. ou Gandhi, et c'est assez intéressant de voir justement les ramifications que ça peut avoir. Donc que ce soit Martin Luther King Jr. ou Gandhi, tous deux ont utilisé justement de ces principes de résistance non violente, et on voit bien à quel point ça a été efficace, parce que il y a des résistances violentes. Par exemple, on peut penser justement à la Révolution française, vraiment le paroxysme de la Révolution violente, puisque ensuite avec le règne de la terreur, là c'est vraiment à l'opposé, mais en tout cas c'est pas du tout ce que Soro a en tête. Ce que Soro a en tête, ça pourrait être effectivement un mouvement pacifique, comme celui de Gandhi ou comme celui de Martin Luther King. Bon, il y a toujours des petites exceptions même à l'intérieur des mouvements, mais en tout cas le principe général, le principe de base, se veut non violent. Donc voilà, c'est petit détail en tout cas historique, mais c'est assez intéressant de voir comment des idées philosophiques peuvent ensuite avoir des ramifications concrètes dans l'histoire, et là c'est assez simple effectivement de voir à quel point justement la pensée de Soro a eu une influence et a été féconde dans l'histoire du XXe siècle et dans l'histoire justement de ces principes de justice, et que ce soit du côté de Gandhi d'un nationalisme indien et ou du côté de Martin Luther King avec le droit des minorités. Ok ? Donc voilà, c'est petit point en tout cas historique, mais je pense que c'est assez intéressant. Ok ? Donc voilà, on en a terminé avec ce petit cours. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Et puis on se voit dans le prochain cours. Normalement, le prochain cours on devrait commencer une nouvelle notion qui portera sur la liberté. Et pour commencer cette nouvelle notion, on devrait s'intéresser à un grand philosophe, un philosophe très important, qui est Spinoza. Donc, portez-vous bien, et puis à la prochaine.